Bienvenue dans la séquence invitée de la rédaction sur Média TV. Rabat, capitale africaine de la culture, a célébré en grande pompe ce 24 janvier la culture africaine et afro-descendante. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Rabat a accueilli une grandiose journée en hommage à la culture qui a été organisée avec la présence de plusieurs personnalités représentant de pays africains notamment. Connaissance, reconnaissance, réappropriation, tels sont les objectifs donc de ce mardi 24 janvier qui coïncide, rappelons-le, avec la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante et avec une attention particulière cette année à Rabat qui assume avec engouement sa mission de capitale africaine de la culture. Je reçois aujourd'hui un des participants à cette journée, en la personne du professeur Eugène Ebodé. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Je rappelle que vous êtes écrivain universitaire, récemment nommé administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Vous êtes également auteur de plusieurs nouvelles, contes et romans dont la plupart font l'objet de distinctions internationales. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Média TV. Et un mot peut-être par rapport à votre participation à la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, ici à Rabat, capitale africaine de la culture. Vous l'avez dit, Rabat est la plateforme qui élève la culture au rang de priorité. Et vous avez souligné le patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et nous le remercions, parce qu'il en a fait le point central d'une politique de rassemblement de l'Afrique dans sa diversité et précisément sa diversité culturelle. Donc aujourd'hui, nous étions réunis à l'initiative de l'organisation CGLU, oui. Cité Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, pour célébrer la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Oui. De quoi était-il question? Précisément de mémoire, de souvenirs et d'action. Et alors, à cette occasion, on a eu une ouverture fantastique. D'abord par la modératrice qui nous a reçus, nous a accueillis, comme vous le disiez, à Rabat, capitale africaine de la culture, qui continue l'œuvre de rassemblement et aussi de présentation de ce que la culture peut offrir comme capacité d'émerveillement, capacité aussi de dépasser des obstacles qui sont devant nous. Et pour dépasser ces obstacles, justement, on avait, en la présence de Célestin Monga, l'universitaire Célestin Monga, qui est un ancien de la Banque mondiale, un ancien directeur de l'ONUDI, un ancien administrateur et vice-président de la Banque africaine de développement et qui est actuellement professeur à l'université de Harvard d'économie, qui a ouvert en signalant les déficits que l'Afrique doit surmonter pour être au rendez-vous, non seulement avec elle-même, mais aussi avec les autres. Je voudrais creuser davantage avec vous cette idée-là de déficit. Pourquoi il est important aujourd'hui que cette culture s'enracine dans notre continent? Professeur Ebodé. C'est très important le mot que vous venez de prononcer. S'enraciner. Il se trouve que vous avez rappelé que je suis administrateur de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc. Cette académie vient de proposer aux universitaires, aux enseignants, chercheurs et aux étudiants un colloque sur le thème de l'invention des écritures et l'état du narratif en langues africaines. Oui. Et nous recevions à cette occasion le sultan des Bamoun, Sa Majesté Mohamed Nabil Mfourifom Bombodjoya. Eh bien, ce 20e successeur d'un Chahreyen, le fondateur de son royaume,
est venu nous parler de son arrière-grand-père qui a inventé, lui, une écriture et une langue. Il a fait un coup double. Pourquoi? Parce qu'en 1896, quand il invente cette langue et cet alphabet, son royaume est sous la domination étrangère. C'est l'Allemagne qui colonisait cette période, cette partie de l'Afrique. Et elle avait appris la langue, initialement, le choupamum. Et ayant appris cette langue des Banais, il fallait trouver une autre langue pour essayer de se parler hors des oreilles indiscrètes. Et c'est là qu'on voit à la fois le génie africain et aussi son ambition, son intention, c'était de pouvoir être autonome. L'autonomie de la pensée et de la décision. Et nous avons donc essayé, à l'Académie du Royaume du Maroc, de montrer que l'Afrique avait des forces, qu'elle savait inventer et qu'il n'y avait pas qu'une seule invention, il y en avait plusieurs. On a rassemblé ceux qui venaient du mandingue à travers l'alphabet inventé par Souleymane Kanté pour les mandingues, les fédérés. Il y avait ceux qui venaient de Côte d'Ivoire à travers le BT et qui ont, à partir de l'expérience d'un plasticien, lui aussi inventeur, Frédéric Brully-Boisbré, qui a fait en sorte que les langues BT soient fédérées par un alphabet. Tout ça pour que nous maîtrisions la trace, que nous maîtrisions l'écrit. Et le sultan, d'ailleurs, dont je vous parlais, dont l'arrière-grand-père a inventé l'écriture, il a dit qu'il allait écrire un livre et que ce livre allait parler une langue qui ne s'entend pas. Une langue qui ne s'entend pas, c'est ça l'écriture. Et aujourd'hui, précisément, nous sommes partis de l'idée que nous avions un héritage, qu'il y a des gens qui se sont battus hors d'Afrique d'ailleurs, dont les afrodescendants. Toute cette renaissance américaine qui est passée par un ténor américaine du Sud et du Nord, bien naturellement, bien parce que cette afrodescendance est certes présente aux États-Unis d'Amérique, mais aussi dans plusieurs pays d'Amérique latine, à savoir le Brésil et d'autres pays que nous connaissons. Vous le nommez très bien, le Brésil, puisque au Brésil, paix à son âme, Pelé vient de s'éteindre. Oui. Et il a porté haut le flambeau, précisément, d'une histoire qui ne s'arrête pas simplement à la blessure, au ressentiment, mais il a magnifié par son talent, par le dribble, par la perspective qu'il a exprimée, balle au pied, l'idée que nous pouvions être enchantés. Par-delà les blessures et les vicissitudes de l'histoire, c'est précisément ce que CGLU, à travers la Journée mondiale, essaye de proposer. Et vous disiez que j'ai participé à une table ronde pour repenser la culture africaine dans le cadre de la mondialisation. Tout à fait. La mondialisation. Parce qu'on parle d'autonomie, mais on parle aussi d'ouverture sur le monde. Mais oui. Cette mondialisation, certes, qui est en plein remous et en pleine métamorphose, mais qui se veut aussi être une opportunité pour cette culture africaine et afrodescendante. Alors, les opportunités, c'est d'abord soi-même, savoir ce qu'on porte comme message, ce qu'on porte comme talent, et qu'on va précisément mettre à la bourse des échanges. Il y a un terme qui a été beaucoup repris, c'est celui de Senghor, qui, à travers une phrase, proposait le rendez-vous du donner et du recevoir pour être précisément dans l'universel. On ne va pas simplement à ce rendez-vous pour tendre la main, pour recevoir. On va aussi pour donner. C'est l'échange. Et la mondialisation propose effectivement l'échange des biens, des services, des talents, des génies, mais aussi des arts de vivre. Et ces arts de vivre, moi, je les ai exprimés, par exemple, en disant que je venais d'un pays qui s'appelle le Cameroun, oui. Et que, dans ce pays-là, eh bien, on a reçu comme pactole l'idée que la cosmogonie bantoue postule à un combat entre les mortels d'une part et les immortels d'autre part. Et que le Ntondebe, qui a créé tout cela, proposait aux uns aux autres de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et ce meilleur d'eux-mêmes, c'est précisément
ce que nous voulons mobiliser pour qu'en allant dans la mondialisation, nous proposions autre chose. Et nous proposions, quand je dis nous, bien sûr, nous, Africains, nous proposions aussi cette histoire avec un grand H, écrite par des Africains, parce qu'il s'agit aussi de laisser son empreinte sur les écrits qui relatent justement l'histoire africaine. Oui, vous parlez juste. Laissez parce que vous êtes son universitaire, empreinte. je m'adresse à l'universitaire que vous êtes. L'universitaire va vous dire que le mot empreinte me fait penser à ce que font les Dogons. Les Dogons, vous savez, quand ils ont un problème. Ils sont présents où, les Dogons? Au Mali, sur les plateaux de Bandiagara. Okay. Les Dogons y sont depuis des siècles. Et qu'est-ce qu'ils font à partir d'un territoire plutôt aride, sablonneux, difficile, avec des falaises très hautes? Eh bien, ils ont inventé une cosmogonie, c'est-à-dire une interprétation de l'itinéraire qui vient du sacré à l'horizontalité des mortels. Et qui dit, dans leur cosmogonie, que nous avons un récit fondateur. Et ce récit fondateur nous invite, à travers plusieurs procédures, à comprendre le monde. Et quand je vous disais que l'empreinte est importante, vous allez le comprendre tout de suite. Quand ils ont un problème, les Dogons, ils interrogent les esprits. Ils ont une table de divination. Ils vont dans un endroit consacré à partir duquel on pose les questions. Et comment on fait? À partir de cette table de divination, ils plantent des bâtonnets en fonction des questions qu'ils se posent et ils mettent autour des bâtonnets des graines de fonio. Et c'est l'intervention du renard pâle, le renard, qui vient dans la nuit picorer ces graines de fonio et qui laisse des traces, qui laisse cette empreinte à laquelle vous faisiez allusion. Et les sages reviennent au commencement du jour, relevés comme des enquêteurs. Les réponses. Les réponses du renard pâle. Et ils les interprètent pour la collectivité et afin que les questions qu'elles se posaient, eh bien, aient des réponses. Comment réconcilier justement ces pratiques ancestrales, millénaires, avec le 2.0, avec le digital, avec les smartphones, avec les tablettes, avec les jeunes? Par la curiosité, disait Célestin Monga ce matin, il faudrait que nous soyons curieux. Nous avons les smartphones, certes, mais ce dont je viens de vous parler est beaucoup plus antérieur aux smartphones. Mais on peut les intégrer dans les smartphones par notre propre capacité aussi à interpréter le vivant, à nous apporter des réponses qui vont se répondre à travers le digital. Et donc, c'est d'abord la curiosité, ensuite la manière de pouvoir travailler ensemble, parce qu'on voit que les solidarités africaines, qui sont un axe important, ont été se sont dissoutes presque d'elles-mêmes, parce que nous avons perdu. Beaucoup d'immigration intra-africaine, aussi beaucoup d'immigration en dehors du continent, bien qu'elle reste très minoritaire par rapport au mouvement migratoire, on ne le rappellera jamais assez. Mais la migration, au fond, tous les autres peuples, si l'Afrique n'avait pas migré, si l'homme africain n'avait pas migré, il n'y aurait pas les autres. Ils sont une partie de l'Afrique. Donc, ils ne sont pas le problème. Oui. Ils sont une partie de la solution. Tout à fait. Et donc, la migration était un moyen de découvrir. Et ensuite, ayant découvert, il faudrait que tous les continents, au fond, procèdent aussi de cette Afrique. Et donc, nous sommes liés dans une filiation très ancienne, mais on l'a oublié. Et Jean d'Ormesson le rappelait dans une phrase célèbre, il disait « Nous sommes tous des Africains modifiés par le temps ». Et il faudrait qu'on s'en souvienne. Oui, parce que Lucie, elle est très... Enfin, en tout cas, c'est le plus ancien squelette d'humain ou d'Homo sapiens a été retrouvé en terre africaine, qui en fait, de surcroît, l'ancêtre de l'humanité qui a été retrouvé en terre africaine. Mais justement,
il y a aussi ce manifeste pour la régénération de la culture africaine et aussi le rôle que joue la diaspora dans cette régénération. On le voit, on voit qu'il y a une renaissance de ce panafricanisme en terre africaine, mais aussi ailleurs. On le voit aux États-Unis, on le voit même en Europe. On commence à revenir vers la racine, vers le continent, vers sa propre culture. Comment aider justement ce mouvement-là au sein même de notre continent, selon vous, professeur Ebodé? On avait, au cours de cette table ronde, le fils de Marcus Garvey, qui a été l'un des penseurs qui ont milité pour la Renaissance africaine. Il y a eu Du Bois aussi, qui a écrit sur les âmes du peuple noir, mais au fond, plus globalement, sur tous ceux qui se souvenaient que l'Afrique était leur origine et le berceau de l'humanité, tel que vous le rappeliez tout à l'heure. Et on sait très bien qu'après, il y a Lucie, certes, mais il y a aussi, autour du Tchad, des découvertes fondamentales qui ont été faites. Mais la question est de savoir, finalement, si l'Afrique reprend force, reprend langue avec elle-même, par une première opération qui consiste à avoir de l'estime de soi, à ne pas penser qu'on ne vaut pas grand-chose, voire qu'on ne vaut rien, mais à penser qu'on a en nous, en Afrique, des forces. Et ces forces-là sont d'abord des forces culturelles parce qu'elles ne se dévaluent jamais. Elles ne sont pas des forces qui sont périmées par le temps. Elles sont là, c'est des socles. Et Édouard Glissant parlait de la culture rhizome, parce que toutes ces racines dont vous parlez, elles ont produit un certain nombre de fruits, et il est bon que le 1,5 milliard d'Africains puissent en profiter, puissent en bénéficier, et ajoutent à ce qui est déjà créé ses propres instruments, ses propres outils pour que l'harmonie règne sur une planète qui, on le voit très bien, a des secousses, qu'elles soient climatiques, a des secousses, qu'elles soient alimentaires, a d'autres secousses qu'on pensait avoir oubliées ou en tout cas avoir reléguées au rang des choses qu'on n'allait plus retrouver, mais il y a la guerre qui est là et qui montre que quand il y a la guerre, il y a des souffrances, il y a une dévaluation des économies, il y a des surenchères, et c'est pour cela que nous vivons des tendances inflationnistes qui obèrent le pouvoir d'achat et qui rendent les peuples tristes. Comment leur redonner une confiance en l'avenir? D'abord une confiance en eux-mêmes, une solidarité avec les autres, de l'entraide, de l'échange d'expériences, et de tout cela dont on a parlé, et d'une capacité à se projeter en avant. Célestin Monga citait un exemple en disant « mais la Chine a été pendant longtemps un pays qui a été entre parenthèses ». Et la Chine il y a 2 décennies, hein, c'est pas très loin. Oui, elle est sortie de sa parenthèse après avoir eu pendant près de 30 ans une croissance à presque 2 chiffres continue. Donc c'est possible. Et la Chine ne s'est pas dit ah oui, parce que j'ai eu des malheurs pendant quelque temps, je suis abonné et condamné au malheur. Pas du tout. C'est une grande civilisation qui date de 5000 ans et qui a repris le tempo et qui s'est dit c'est son moment. Et ce moment-là, il faut que l'Afrique se dise que rien n'est perdu, que tout est encore à conquérir. Grâce à la culture. Parce que finalement, vous avez évoqué l'exemple chinois. Jamais la culture chinoise n'a autant rayonné. D'ailleurs, depuis quelques années, nous célébrons le Nouvel An chinois un peu partout dans le monde. Et c'est tendance. Donc, effectivement, c'est d'accord, évolution et développement économique, soit, socio-économique aussi, mais un enracinement plus que jamais nécessaire en ce qui nous concerne. Enracinement dans ces cultures. Donc oui, encore plus riche en ce qui nous concerne, nous, Africains. Plus riche parce qu'on a à la fois les arts... on a vu ici à Rabat, hein, il y avait le Festival international de la mode en Afrique, et Alfadi et plusieurs
créateurs étaient présents. J'ai pu voir Abderrahmane Radouane, j'ai vu Zulu Mbaye, qui était aussi à l'Académie du Royaume du Maroc, d'ailleurs, lors du colloque sur l'invention des écritures et l'état du narratif en Afrique. Comment reprendre le récit, notre récit, par nous-mêmes, sans forfanterie, sans penser que nous allons tout résoudre avec un coup de baguette magique, mais en étant à la fois organisés, en développant aussi des stratégies pour atteindre des horizons qui sont à notre portée. Et ces horizons, l'Académie du Royaume du Maroc, toujours elle, définissait en 2015 la feuille de route, l'Afrique comme horizon de pensée. Exactement, et c'est le prolongement naturel, géographique, historique et aussi religieux du Maroc vers le sud. Merci beaucoup, professeur Eugène Ebodé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre invitation et vive l'Afrique. J'allais dire vive l'Afrique et vive toutes les Afriques, partout où elles sont, où elle est. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.